Bonsoir, mesdames et messieurs les ambassadeurs, ambassadrices, les représentants des autorités françaises, les industriels et hommes et femmes d'affaires. Bienvenue à France-Amérique, un lieu qui est chargé d'histoire. Beaucoup de gens ne savent pas que, après sa création en 1909, France-Amérique a été en quelque sorte le supplétif, entre guillemets, du Quai d'Orsay. Parce qu'entre 1909 et la Deuxième Guerre mondiale, c'était France-Amérique qui jouait le rôle du Quai d'Orsay dans le domaine de la culture et de l'économie sur le continent américain. Il y avait des comités France-Amérique partout. Il y en avait, le premier était à New York. Les Américains l'ont appelé la France America Society, je n'aime pas beaucoup le mot comité, mais dans les principales villes des États-Unis, au Canada, il y avait 8 comités France-Amérique, au Brésil, il y en avait une dizaine, et dans tous les pays d'Amérique latine, d'Amérique centrale, il y avait un comité France-Amérique. Vous vous rendez compte la force de frappe que ça pouvait représenter d'un point de vue culturel et économique, ça jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Vous n'êtes pas ici par hasard. En fait, il y a quelque temps, je disais à Philippe Gauthier, je ne sais pas s'il est là ce soir. Non, il est en déplacement. Comme Philippe Gauthier, qui est le directeur général de MEDEF International, je disais qu'au MEDEF sont reçus en permanence des dirigeants d'Amérique qui viennent pour des réunions, pour présenter des affaires ou autres. Je dis pourquoi ils ne viendraient pas, après ces réunions de travail, ils ne viendraient pas s'amuser à France-Amérique. Donc on pourrait se répartir la tâche, on travaille à MEDEF et on s'amuse à France-Amérique. Il a dit pourquoi pas. Alors, on va faire comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a déjà eu deux manifestations ici avec le MEDEF et c'est la troisième aujourd'hui. Donc, vous tous concernés par le continent américain, je vous rappelle que France-Amérique et un S Amérique, vous êtes donc ici chez nous. Ce que l'on voudrait faire, c'est que France-Amérique devienne le lieu de rencontre, le lieu de rassemblement de toutes les personnes qui vivent en France et qui sont concernées par le continent américain. Que ce soit en Europe, peuvent se rencontrer les parlementaires, les ambassadeurs, les étudiants, les personnes qui sont concernées par ce continent. Certains pourront dire que cette idée, je l'ai copiée de mon grand-père André Citroën, parce que au sortir de la Première Guerre mondiale, il a créé le cercle interallié avec 9 autres hommes d'affaires. Et pourquoi il a créé le cercle interallié? Parce qu'il s'est rendu compte que pendant la Première Guerre mondiale, il recevait dans l'usine, à Javel, énormément de visiteurs qui venaient de l'étranger, personnalités, qui venaient voir cette usine qui déjà à l'époque était exemplaire d'un point de vue industriel et d'un point de vue social. Dans l'usine de Javel, à ce moment-là, ce n'étaient pas les voitures qui étaient produites, la plupart des gens ne le savent pas. Et je vais vous raconter ce qui était produit dans cette usine, parce que c'est un exemple et c'est un enseignement qui est important pour tous. Quand la Première Guerre mondiale commence, André Citroën étant envoyé au front, comme tous les hommes valides, il arrive dans les tranchées, et très vite, il se rend compte que les Allemands envoyaient sur les lignes françaises beaucoup plus d'obus que le contraire. C'était insupportable avec ça. Surtout qu'au début de la guerre, il avait perdu son frère d'une tranchée en train de secourir un compagnon. Mais le fait de voir cette inégalité dans la force de frappe, il dit c'est intolérable. Donc il se débrouille pour obtenir un rendez-vous avec le ministre de la guerre et il lui propose, et donc il obtient le rendez-vous, il obtient l'autorisation de quitter les tranchées. Il se retrouve face au ministre, il dit, il n'était pas connu à l'époque, il était un ministre industriel, et je vous propose de construire une usine dans les plus brefs délais pour produire autant d'obus
nécessaire pour être à égalité de force de frappe avec les Allemands. Comme le gouvernement français n'avait rien à perdre, et là il se produit quelque chose que je trouve vraiment exceptionnel et insolite. Moi qui connais un peu l'industrie, comme la plupart d'entre vous ici, en 4 mois, en pleine guerre, il achète des terrains de Javel, construit un bâtiment gigantesque, il achète les équipements, il crée le process de fabrication, il embauche 3500 personnes avant d'arriver à 13 000, les 3 quarts étant des femmes, pour que les femmes puissent travailler convenablement et en tranquillité, garderie, nurserie, infirmerie, on est en pleine guerre mondiale, et donc la production commence en 4 mois, la production a commencé en 1915. Et là, il se dit, quand la guerre sera terminée, je ferai des voitures parce que ça permettra à l'économie de se développer, mais surtout aux personnes de se connecter plus facilement, de se déplacer, de travailler plus facilement. Quand il crée le cercle interallié, il y avait une règle de base, c'est que les femmes pouvaient entrer à égalité de traitement avec les hommes. C'est un passage parce que André Citroën était un féministe militant. Pendant les années 30, il avait une publicité qui à l'époque faisait fureur, c'était la femme moderne au groupe Citroën. Et donc les conservateurs de l'époque étaient outrés de voir cet industriel qui prenait ce genre de liberté. La France est un pays d'Amérique du Sud et des Caraïbes, physiquement, puisqu'on a la Guyane, l'Amérique du Sud, là on a les tom-toms dans les Caraïbes, et cependant, l'Amérique latine n'est pas trop dans les radars de notre gouvernement et du pays, de notre pays. Pourtant, les relations sont quelque peu distantes, alors qu'on a toujours été amis, on a toujours été proches, on est latins. Et je vais vous raconter quelque chose qui m'a frappé et qui peut-être pourrait s'appliquer aujourd'hui. En 1985, j'avais invité Raymond Barre à venir au Venezuela. Dans un instant, je vais expliquer pourquoi je l'ai invité. Et donc, il vient, avec l'approbation du gouvernement vénézuélien. Et donc, il est reçu par le président Jaime Musinchi. Et moi, j'étais à côté de lui, donc dans la réunion en tête-à-tête. Et le président Musinchi, qui était un homme jovial, cordial, sympa, il dit Monsieur le Premier ministre, pour nous, c'est un grand honneur et c'est un grand plaisir de vous avoir ici au Venezuela. Vous, un si digne représentant de la France, que nous aimons tant, mais qui nous ignore. Et là, Raymond Barre, que j'admire beaucoup, mais qui savait parfois maladroit, il dit Monsieur le Président, nous sommes très sollicités par l'Afrique et nous n'avons plus les moyens de nous occuper de tous les continents à la fois, et en particulier le continent latino-américain. Et Musinchi, qui était un fin politique, lui dit Monsieur le Premier ministre, c'est pas d'argent qu'on vous demande, c'est de l'affection. Alors pourquoi il avait fait venir Raymond Barre au Venezuela? Là, il s'est passé quelque chose que la plupart d'entre vous ne connaissent pas, parce que je n'étais pas né à l'époque, ça veut dire que je suis vieux, mais étant jeune, je vivais intensément les choses. En 1982, le Mexique s'effondre financièrement. Et quelques temps après, je me souviens, c'était le 18 février 1983, c'est le Venezuela qui s'effondre aussi financièrement. Pourquoi il s'effondre? Parce qu'on était quelques années après le deuxième choc pétrolier et l'argent coulait à flot dans le monde. Les banques étaient submergées de liquidités, prêtaient à tout va. Et vraiment, c'était la course à qui on trouvait le plus d'emprunteurs. Mais on ne comptait pas. Et un jour, à force de prêter sans compter, arrivait une échéance, et le Mexique incapable d'honorer cette échéance. Et le temps après, le Venezuela et ensuite d'autres pays. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des moments qui sont étonnants dans notre monde, c'est qu'il y a parfois un manque de vision d'ensemble.
c'était une course en avant. Personne ne coûtait rien. Et là, dans le cas du Mexique, dans le cas du Venezuela où j'habitais à l'époque, on a mis des semaines et des semaines et des semaines pour comptabiliser toutes les dettes. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours à l'esprit. Ce manque de vision d'ensemble qui est arrivé un certain nombre de fois dans notre histoire. Cette vision d'ensemble, j'ai pu la constater. Je vais raconter aussi une autre anecdote qui concerne le bar, mon bar, parce que c'est assez insolite. Quand, après l'entretien dont je vous parlais du président de la République, il est invité à déjeuner avec toutes les forces vives de la nation vénézuélienne. Et après le repas, le président de la République me dit « Suivez-moi ». Et il va me suivre, je le suis aussi. Et on rentre dans la salle du Conseil des ministres, il y avait tous les ministres vénézuéliens. Et le président lui dit « Monsieur le Premier ministre, voilà le gouvernement du Venezuela, je vous laisse le présider. » Et le président quitte la salle. Et donc pendant 2 heures, chaque ministre expliquait à Raymond Barre quels étaient ses problèmes, ses difficultés. Une chose qui m'impressionnait, c'était par les réponses à tout. Il y avait une vision globale du passé, du présent, du futur, et puis chaque sujet était connu, mais les gens étaient épatés, moi le premier. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a une vision d'ensemble, mais pas dans le même domaine. C'est l'aviateur américain Charles Lindbergh. Vous allez voir pourquoi je le mentionne, parce que comme vous savez, c'était le premier à traverser en solitaire l'Atlantique. Donc il avait une vision de l'Atlantique pendant les 33 heures qu'a duré le vol. Quand il est arrivé, il approchait des côtes françaises, et c'était en pleine nuit. Il a été guidé par un phare. En fait, ce phare était la Tour Eiffel. Et pourquoi il la voyait de loin? Parce que tout le long de la Tour Eiffel, il y avait marqué Citroën. Parce que mon grand-père s'était débrouillé pour que pendant 10 ans, il y ait le nom de Citroën de 1925 à 1934, il y ait le nom de Citroën sur toute la hauteur de la Tour Eiffel. Imaginez la publicité que ça représentait. Et donc, c'est la plus haute publicité de l'histoire du monde. Il n'y a jamais eu une publicité aussi grande. Et donc, Lindbergh, en arrivant, dit c'est grâce à la Tour Eiffel que j'ai pu me guider. Alors, mon grand-père, qui avait le grand sens de l'opportunité, s'est dit je vais l'inviter dans les usines. Donc, il invite Lindbergh à visiter l'usine de Javel. Ce que Lindbergh fait, l'ambassadeur des États-Unis. Et André Citroën invite pour un grand banquet en l'honneur de Lindbergh tout le personnel. C'est là que vous voyez le sens social qu'il avait et puis le respect et l'estime qu'il avait envers son personnel. Il y avait 6000 personnes qui ont pu déjeuner avec Lindbergh. Donc la Tour Eiffel est un phare de lumière, c'est aussi un phare de technologie. Et j'ai récemment eu le privilège de visiter les installations techniques de la Tour Eiffel. Et c'est vraiment hallucinant. On dit que Gustave Eiffel, c'était un génie de l'ingénierie, pas seulement pour la construction de la structure, mais toutes les machines pour faire bouger les ascenseurs, des ascenseurs hydrauliques qui ont été faits dans la société FIV. Je ne sais pas si un représentant de FIV ce soir ici. Et d'ailleurs, quand vous y allez, vous voyez toujours marqué voilà, ces ascenseurs et tous les dispositifs ont été installés là en 1899 par FIV. Et il se fait qu'aussi un des réducteurs qui transmet la puissance, c'est un engrenage Citroën. Je dis au passage, j'ai beaucoup de publicité ce soir. Voilà. Donc on a un phare de technologie aussi avec la Tour Eiffel. Alors revenons à nos amis américains qui font face avec plus ou moins de succès aux turbulences du moment. Parmi ces pays, il y en a un qui va très bien, pour nous, c'est l'Argentine, après la victoire à la Coupe du Monde de football. Bon, eux, ils vont bien se là. Il faut qu'on se prépare pour la revanche, parce que dans 3
2026, c'est la prochaine Coupe du Monde, elle est en Amérique du Nord, vous savez, donc on va se préparer. Économiquement, le Canada et les États-Unis, on le vend en coupe. Vu que les États-Unis l'année dernière ont créé 4,5 millions d'emplois, et puis je pense que là, ils pourront probablement éviter la récession. Par contre, économiquement, l'Amérique latine doit se ressaisir. Et je vais citer une phrase dans un rapport très récent de la CEPA, la Commission économique pour l'Amérique latine, qui dit pour éviter, je la cite, pour éviter une nouvelle décennie perdue comme celle de la période 2014-2022, nous invitons tous les pays du continent à imaginer et mettre en place des politiques innovatrices dans les domaines de la production, des finances, du commerce, du social et de la santé. L'Amérique latine regorge de ressources minérales dont le monde va avoir besoin pour réussir la transition énergétique. Il va falloir, pour obtenir tous ces minéraux en Amérique latine et ailleurs, qu'il y ait des investissements gigantesques dans les mines. On sait déjà, des investissements dans des mines responsables. Et donc, ça va peut-être être une chance pour tous ces pays d'Amérique latine qui disposent de ces ressources dont on va avoir besoin, donc tout électrique dans l'automobile, puisque ça va être pour la fabrication des batteries, tout le monde sait quels sont tous les métaux dont on va avoir besoin. Donc, il va y avoir des approvisionnements qui vont devoir être organisés et qui vont générer des nouvelles dépendances. Souvent, à la fin des conférences, ou certaines interviews, on me demande qu'est-ce qu'il aurait fait votre grand-père, le visionnaire, dans un contexte comme celui-ci. Moi, je pense qu'il aurait dit une chose, c'est que quand on soit une famille, une entreprise ou un pays, il faut avoir un plan A, un plan B, plan C, plan D, etc. Et on ne peut pas se précipiter dans une seule voie. Et je dirais quelque chose qui est peut-être politiquement incorrect, on ne peut pas tirer un trait définitif sur les hydrocarbures. Et là, on voit en ce moment, tout d'un coup, on est bien content d'un peu de pétrole, de gaz, et même certains pays, charbon. Ça, je ne le souligne pas trop, parce que là, c'est vraiment de la grande pollution. Mais bon, on ne peut pas tirer un trait sur tout comme ça. Et je pense qu'il y aurait aussi que passer d'un extrême à l'autre comporte un grand danger. Parce qu'on sait ce que l'on laisse, mais on ne sait pas ce que l'on prend. On ne sait pas ce que l'on prend, mais en tout cas, j'espère que vous allez prendre plaisir à être ensemble et à préparer l'avenir qui nous attend. Les opportunités sont là. Et les vœux que je formule dans cette période de turbulence sont liés de la force, du courage, confiance, optimisme et détermination dans la bienveillance et en gardant le sourire. Et avant de donner la parole à Gérard Wolf, qui est le président de la Task Force Culturale, on a bien découvert qu'on est à l'école ensemble, on prépare. J'ai terminé en mentionnant le slogan que j'ai si souvent entendu de la part des révolutionnaires que j'ai côtoyés au Venezuela, mais je dirais simplement la deuxième partie du slogan, pas la première, le combat continue.